chers amis de la presse, merci d'être présents à notre invitation, pour répondre à notre invitation, pour débattre d'un sujet extrêmement important et qui porte sur la vie quotidienne des Ivoiriens. Je voudrais, au nom du président Laurent Gbagbo, le président du PPACI, vous dire bonne arrivée, merci pour votre présence et merci pour ce que vous ferez pour élargir l'écho de la présente tribune. C'est le 23e numéro. Et avant d'aborder donc le sujet, je voudrais, au nom du président, son excellence le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, et de l'ensemble de la haute direction du parti, saluer et féliciter l'équipe nationale de football, les éléphants, après leur brillante victoire à la CAN. Nous les félicitons parce qu'ils ont montré des qualités que nous croyons disparaître à jamais dans notre pays, le patriotisme, la détermination et surtout un mental de gagnant. On était très peu, et à juste titre, quand on a pris une déculottée de 4-0 devant une équipe qu'on considérait comme de moindre importance. Il faut avoir un courage fort pour pouvoir donc remonter la pente là où est arrivé, atteindre le sommet, là où personne ne vous y attendait. Avec le président du PPACI et la haute direction, l'ensemble des militants saluent également la population ivoirienne qui s'est mobilisée avec une grande force, avec un amour parfait, avec une communion parfaite autour de notre équipe pour la pousser jusqu'à l'extrême. Et grâce à cette mobilisation, sans distinction de considération politique, religieuse, nous sommes arrivés à donner à la Côte d'Ivoire un peu de joie dans cette grisaille que nous impose la gouvernance du RHDP. Et il appartient au gouvernement. Nous l'avions dit avant la CAN que le gouvernement a le devoir de créer les conditions d'une vraie cohésion sociale, d'une vraie réconciliation, en faisant en sorte que les soupirs des Ivoiriens s'arrêtent, parce qu'il n'est pas jusqu'au moment où des gens rient, festivent et festoient qu'il y a d'autres parties, une catégorie de nos compatriotes qui vivent de soupirs, qui, parce qu'ils ont perdu leur emploi à cause de leurs opinions politiques, parce qu'ils ont leurs parents en prison à cause de leurs opinions politiques, ou en exil à cause de leurs opinions politiques. Et 11 ans après, nous pensons qu'il était bon et juste que la CAN puisse être la parenthèse qui ferme, du moins l'autre, je dirais l'autre partie de la parenthèse qui ferme de façon définitive la grosse parenthèse des crises que nous avons connues. On n'a pas été entendu, mais nous pensons, nous continuons de croire que après cette victoire, que le gouvernement va continuer de bonifier les effets de cette victoire en prolongeant donc cette joie des Ivoiriens, en procédant à éliminant tout ce qui constitue comme obstacle, tout ce qui nous artifie depuis 2011, en d'un côté des Ivoiriens éternellement heureux et des Ivoiriens éternellement malheureux, parce que le gouvernement était incapable de faire cette jonction-là entre ces deux personnes. Nous continuons de croire que le gouvernement, il y a des pas décisifs qui doivent être pris, notamment la libération des prisonniers politiques et surtout en ce qui compte une bonne partie de l'opinion ivoirienne, faire droit à l'injonction de la Cour africaine des droits de l'homme relative à l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Pour nous, ce sont des pas que le gouvernement n'a plus besoin d'hésiter à poser, puisqu'il veut prolonger l'effet, bonifier l'effet de la victoire de cette CAN. En tout cas, merci à nos éléphants et nous souhaitons que la bonne fortune qu'ils ont rencontrée ici puisse les poursuivre dans leurs clubs respectifs. Et je crois que ça continue puisque nous avons regardé les derniers championnats et nous les suivons. Et j'aime bien le garçon de Bondoukou là, Adingra, qui a marqué.
Et même Ourourou a marqué. Il a marqué, on l'appelle Ourourou, mais enfin, il a quitté, il a marqué. Nos joueurs donc ont retrouvé du talent pour dire que nous les suivons. Nous les suivons, les hommes politiques les suivent et c'est pourquoi nous savons ce qu'ils font et nous les encourageons. Ils sont notre fierté. Ceci dit, les nuages de la victoire, de la joie sont en train de disparaître. Et la réalité s'impose. Cette réalité qui émerge dans toutes ses formes dans le quotidien des Ivoiriens, après le culme de la victoire et des fêtes, il faut que nous retrouvons la réalité. Et c'est le rôle du PPACI de ramener le gouvernement sur la réalité des Ivoiriens. Nous aurions pu faire ce communiqué, ce numéro de tribune en janvier, mais nous l'avons reporté parce que nous voulions participer à notre façon à la victoire des éléphants, à la joie des Ivoiriens. Mais notre responsabilité nous demande de revenir sur terre et de regarder les réalités en face. Malheureusement, ces réalités sont hideuses, elles sont difficiles pour les Ivoiriens et ce n'est pas la loi de finances qui a été votée qui contient des termes hautement, je dirais, conflictuels en termes de rapports sociaux, de cohésion sociale, qui nous dira le contraire. Et donc, ce sera le sujet principal de notre intervention, l'unique sujet d'ailleurs, il n'y en a pas deux, l'unique sujet qui concerne l'analyse de l'annexe fiscale de la loi des finances et de l'annexe fiscale qui contient, et nous allons analyser pour voir l'impact à la phase sociale et je dirais même économique sur nos populations et sur la marque de l'État. Alors, avant tout propos, il faudrait qu'on comprenne, il faut qu'on dise et qu'on félicite les députés PPACI. Ils ont voté contre la loi de finances. On n'en parle pas souvent. Nos 18 députés noyés dans cet étang pas très clair ont pris la décision et ont voté contre cette loi de finances. Ils ont voté contre le budget. Et ils ont eu raison de le faire. Et ce sont ces raisons que nous allons vous décliner tout à l'heure. Ils ont eu raison de le faire. Et je pense que nos députés méritent qu'on les acclame. Merci beaucoup. Merci de dire LG. Merci de dire merci à nos camarades, au président du groupe parlementaire pour cette détermination. C'est quoi une loi de finances? C'est quoi une annexe fiscale? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Il faut qu'on explique c'est quoi une annexe fiscale. L'annexe fiscale, c'est rien d'autre. Ce sont des mesures fiscales, d'ordre fiscal, que l'État prend, enfin, on dit l'Assemblée vote, pour accompagner la loi des finances. Et ce sont ces mesures que l'État prend pour corriger les faiblesses des dispositifs fiscaux antérieurs, soit en augmentant l'assiette de l'impôt, soit en diminuant, soit en essayant d'élargir, comme je l'ai dit, l'assiette et d'adapter les dispositifs parfois aux conditions, aux nouvelles conditions ou du moins au nouveau contexte économique et social. Voilà ce qu'on appelle une annexe fiscale. Ce sont des mesures d'ordre fiscal qui accompagnent la loi des finances. Retenons que, conformément à la Constitution qui elle-même s'inspire de la déclaration française de 1789, il appartient aux députés de voter de l'impôt. Les députés qui ont le pouvoir de demander l'impôt, de lever, de donner le taux, non seulement de fixer la base, mais de donner le taux de l'impôt. Et c'est l'administration, l'exécutif ne fait que exécuter. Donc c'est par rapport à ce pouvoir-là qu'ils votent la loi de finances. Mais quand vous votez la loi de finances, c'est donc le budget. Vous votez la loi de finances, il faut que vous prévoyez quels sont les éléments qui accompagnent les recettes. Vous allez tirer les recettes pour pouvoir faire face aux dépenses que vous engagez. Et c'est en cela donc que les impôts et les taxes aux taxes sont votés au même moment
par l'Assemblée nationale. On appelle annexe parce que c'est annexé à la loi des finances et ça a la même portée juridique que la loi de finances. Voilà pourquoi on appelle annexe. Voilà. Alors, l'annexe fiscale, il porte la loi Alors, l'annexe fiscale cette année, elle a été votée par la loi 2023-1000 du 18 décembre 2023, qui porte donc le budget de l'État pour l'année 2024. Mais pour comprendre les mesures que le gouvernement a prises dans cette année, il faut se rappeler le contexte économique dans lequel nous évoluons. Parce que c'est ça qui détermine les engagements fiscaux que nous prenons. Premièrement, il y a d'abord ce qu'on appelle le document d'orientation budgétaire. C'est lui qui décline pour les 3 prochaines années le cadrage budgétaire pour les 3 prochaines années. Et ce document, la Côte d'Ivoire a dû l'élaborer cette année en tenant compte des engagements que le gouvernement a pris vis-à-vis du FMI. Ils sont allés voir le FMI, compte tenu des problèmes de trésorerie énormes qu'ils ont. Ils sont allés donc faire un plan d'ajustement, il ne faut pas dire cacher les noms, c'est un autre plan d'ajustement structurel. Pour qu'on puisse leur prêter 3 milliards de dollars. On vous l'avait déjà expliqué, le FMI, là, c'est des banquiers. Ils sont chez eux là-bas, ils ne viennent pas vous voir. C'est vous qui avez des problèmes, vous venez les voir. Donc, il vous dit, je vous donne, mais je regarde la situation de votre économie, si je dois donner cet argent, il faut que vous preniez un certain nombre de mesures. Donc, c'est une sorte de prescription médicale qu'on donne, et très souvent, ce n'est pas des enfants de cœur. Le professeur est là, il y a des médicaments qu'on prend pour guérir, mais apparemment, ils sont parfois plus toxiques que la maladie qu'ils sont censés guérir. Et c'est comme ça le FMI. Il dit, je vous donne un certain nombre de directives, vous devez rentrer dedans pour que vous puissiez, je vous donne ce que vous m'avez demandé. Le FMI leur a demandé de résorber le déficit budgétaire. Nous sommes en déficit budgétaire depuis pratiquement bientôt 6 ans, chronique. Alors que le seuil toléré au niveau de l'UEMOA est de moins 3%, c'est-à-dire qu'on estime que vous pouvez créer un déficit de 3%. Le déficit, là, c'est la différence entre vos engagements et ce que vous avez pu prendre pour faire, pour les moyens que vous avez mis en place pour respecter vos engagements, c'est-à-dire les charges et les recettes. Et quand ça ne compte pas la différence, soit il y a un excédent budgétaire, mais ça date des années Mathusalem, ici, ou alors on est en déficit budgétaire, et ça c'est la norme sous la gouvernance de Ouattara. Donc il fallait résorber ce déficit budgétaire. En plus, pour faire ça, il faut que vous augmentez la pression fiscale. Votre taux de pression fiscale est trop faible. Il est de 12,8%. Il oscille entre 12,8 et 13,1%. Alors que la norme demandée, admise, est de 20%. C'est-à-dire on estime qu'une économie, dans l'espace UEMOA, dans ce qu'on appelle les critères de convergence, il faut que les économies, il faut que votre pression fiscale atteigne 20%. La pression fiscale, c'est le rapport entre les recettes obtenues sur le PIB. Donc, si vous dites que votre PIB augmente, vos recettes devraient pouvoir augmenter. Donc, au lieu de rester dans la norme de 12%, allez-y jusqu'à 20%. C'est le critère de convergence dans l'espace UEMOA et même de la CEDEAO. On rappelle que la pression fiscale dans certains pays comme la France se situe autour de 35%, on appelle le plein impôt, ils sont autour de 35 à 36%. Dans les pays de la Scandinavie, ils sont autour de 40%. C'est-à-dire, ils prennent le maximum, ils arrivent à tirer le maximum d'impôts de leur PIB. Donc, il faut augmenter la pression fiscale, il faut maîtriser certaines dépenses sociales.
C'est pourquoi vous allez voir que très bientôt, les subventions qui étaient accordées à certains produits de première nécessité vont être enlevées. Et on l'a déjà senti tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Malheureusement, les premiers perdants, ce sont mes parents du Nord. Hier, vous avez entendu le prix du kilogramme de l'anacarde qui est passé l'année passée de 315 francs CFA théoriquement. Et aujourd'hui, publiquement, le gouvernement a annoncé 275 francs CFA. C'est-à-dire, il a enlevé 40 francs de kilogramme. Nous sommes en Côte d'Ivoire, dans le pays qui dit qu'il est émergent, dirigé par l'un des spécialistes, jamais le monde n'a connu d'économie que le monde n'a jamais engendré. Et c'est lui qui, après avoir demandé à ses parents de le porter au pouvoir, et en utilisant d'ailleurs l'arme de l'anacarde comme instrument d'une propagande politique, aujourd'hui c'est lui qui paupérise totalement nos populations. Et c'est l'une des rares fois que nous avons vu en Côte d'Ivoire une diminution du revenu d'un produit important. Nous sommes passés donc de 315 francs de kilogramme à 275 francs. Donc 40 francs de kilogramme enlevés qui ont été réduits des revenus de nos populations. Notez-le bien. Donc, voici les critères qu'on leur a demandés. Or, en 2005, en ce qui concerne par 2023, nous sommes déjà, l'exercice passé, on est à plus de moins 6%, on est autour de 6% de déficit budgétaire. Donc, et le gouvernement s'est engagé à arriver aux 3% jusqu'en 2026. Donc, vous allez comprendre pourquoi toutes ces mesures ont été prises. L'annexe fiscale contient 31 mesures. Mais nous avons retenu 6 les plus importantes qui ont un impact direct sur les populations. Après, bon, le reste, il y a des petits détails qui sont vraiment des éléments qui sont importants. Mais les 6 mesures les plus importantes et qui vont faire souffrir pour les prochaines années les populations, ce sont ces 6 mesures-là que nous allons relever. La première mesure concerne, c'est l'article 1er de l'annexe fiscale, concerne l'extension de la TVA à certains produits naturels antérieurement exonérés. Le deuxième, c'est l'augmentation vertigineuse des droits de timbre et le minimum des droits fixes en ce qui concerne les droits d'enregistrement. La troisième mesure, c'est l'assujettissement du plein droit de certaines entreprises de transport public. On va développer tout à l'heure. L'article 7 parle de l'aménagement des dispositifs du Code général des impôts qui se rapportent à la fiscalité immobilière. Ça, on va souffrir ici. C'est ça. Article 20, la suppression de l'exemption sur les terrains nus nouvellement acquis. Et puis, article 28, la subordination de certaines procédures administratives à la production d'une attestation de régularité fiscale. On va les prendre point par point. Nous prenons, c'est didactique, parce que nous ne sommes pas, beaucoup de personnes nous écoutent, il faut qu'elles comprennent de quoi il s'agit. Donc c'est didactique, on prend le temps d'expliquer. Le premier article, il concerne l'extension de la TVA à certains produits naturels qui jusque-là étaient exonérés. Alors, je ne vais pas citer les articles. Certains produits jusque-là, en tout cas quand la Côte d'Ivoire était dirigée par des gens qui avaient du minimum d'humanisme, étaient exonérés de TVA parce qu'on estimait que c'était des produits de grande consommation. Et comme vous connaissez la TVA, on dit la taxe sur la valeur ajoutée. Ça, c'est le nom scientifique. Mais le nom sociologique, ça veut dire que tout va augmenter. Tout va augmenter. Puis c'est une taxe qui vient aggraver, le prix des marchés. Donc tout augmente. Ça, c'est le nom sociologique, la TVA. Et donc, pour tenir compte de son mécanisme, qu'il a tendance à augmenter les prix, les gens, les humains, ceux qui ont de l'humanisme, essaient de gérer cette taxe de sorte à ne pas toucher les produits qui contiennent les produits de grande consommation. Jusque-là, c'est ce qui se fait. Désormais, il y a une série de listes
qu'ils ont déterminés, c'était des produits, on va en donner quelques exemples, qui sont maintenant et qui vont être taxés. Alors, il s'agit du riz, mais ils prennent soin de dire du riz de luxe, sans nous expliquer ce que c'est qu'un riz de luxe. Et ils disent c'est le riz de luxe, poisson de luxe, viande de luxe, bon, en fait, tout est de luxe. C'est que nous mangeons de luxe. Mais ils ne laissent pas le soin aux députés de déterminer ce que les représentants du peuple pourraient considérer comme étant de luxe. Ils disent non, que cette compétence, ils laissent ça au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé des produits halieutiques et de l'élevage pour déterminer ce qui est de luxe. Mais comme on sait que c'est pour chercher de l'argent, donc, c'est que eux ils peuvent considérer du luxe, c'est par rapport à leur poche. Or, on n'a pas la même poche. On n'a pas la même poche. Donc, ne soyez pas surpris que le riz qu'on appelle rizière, qui est consommé par la classe moyenne, puisse être déclaré riz de luxe. Puisqu'ils n'ont pas donné la liste. C'est eux qui s'asserront, en conséquent, tenant compte de leurs obligations, de leurs besoins financiers, pour déterminer qu'est-ce qu'ils appellent le riz de luxe. Qu'est-ce qu'ils appellent viande de luxe. Qu'est-ce qu'ils appellent poisson de luxe. Parce que Soso, là, il peut appeler ça poisson de luxe. Les carpes qu'on mange, le thon, là, il peut dire c'est poisson de luxe. Donc, ça, là, ça nous pose un problème. On estime que ce n'est pas le moment de toucher au portefeuille de la classe moyenne, qui supporte déjà énormément de pression sociale. Or, c'est elle qui est visée par cet article-là. C'est elle qui est visée par cet article-là. Parce qu'on ne sait pas ce qui est de luxe. On ne sait pas. Donc, le PPACI demande aux populations ivoiriennes d'être vigilantes, d'observer ce qu'ils vont appeler de luxe. Si ce n'est pas de luxe, il faut qu'on leur dise que ce qu'eux considèrent comme de luxe là. Ça là, pour nous, ce n'est pas de luxe. Ce n'est pas de luxe pour nous. Ça, c'est la première chose. La première mesure. L'article 2. Lui, il a augmenté de façon vertigineuse les droits de timbre. Et les droits, c'est qu'on appelle chez nous, enfin, dans notre maison d'impôt, les droits fixes sur un certain nombre d'opérations. Les droits d'enregistrement, c'est-à-dire, vous faites une opération, les impôts estiment que c'est une opération juridique, il faut payer un impôt là-dessus. Et quand c'est une opération qui porte à certaines... Quand ça porte, par exemple, vous vendez votre maison, il y a un droit qu'on appelle le droit... Vous savez, hein, le notaire vous prélève le droit dans les droits au titre de l'enregistrement. Quand il s'agit d'un bien meuble, c'est-à-dire une voiture et autres, vous prenez un droit fixe de 18 000, c'était 18 000. C'est ce droit fixe-là qui est passé maintenant de 18 000 à 25 000. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas pitié pour dire on va faire 10%, on va faire 20%. Ils ont fait 39%, une augmentation de l'ordre de 39%. Vous voyez, vous pensez que c'est rien, mais ça pèse lourd. Parce que ce sont des actes courants de la vie. Les droits de timbre passent de 2 000 à 10 000 de minimum. Une augmentation de 400%. Le droit de timbre. On espère seulement qu'ils ne vont pas toucher au droit de timbre sur les cartes d'identité et autres. On espère qu'ils vont avoir pitié des Ivoiriens pour faire quand même une exemption à ce niveau-là. Sinon, ça part de 2 000 à 10 000.
En plus de cela, une autre innovation qui est importante, c'est qu'ils ont décidé que le droit de cession d'enregistrement que nous payons lorsque on faisait une opération de vente de terrain ou d'achat de terrain, que ce droit-là, on le paye non plus à la fin de l'ACD, la procédure de l'ACD, mais on le paye dès qu'on t'a remis une attestation villageoise. Parce que voici ce que le texte dit. Il est perçu autour de 4% sur la vente d'immeubles par acte sous seing privé. C'est-à-dire acte sous seing privé, c'est-à-dire acte qui n'est pas passé devant le notaire. Or, depuis 1964, on sait que les cessions d'actes sous seing privé sont interdites en matière immobilière. C'est interdit. D'abord en 64, la loi 64-164 du 4-16 avril 1964, et même en 71, ces opérations, quand tu fais ça, tu es pénalement poursuivi. Ça, c'est la loi de 71, le décret 71-74 du 16 avril 1971 qui a rendu pénalement redevable celui qui se rend coupable intégral. Donc, légalement, c'est interdit. C'est pourquoi vous allez comprendre que ce qu'eux appellent maintenant la cession, ce sont justement les actes, les attestations villageoises. Parce qu'une attestation villageoise, quand on se la donne, elle ne passe pas devant notaire. Donc, le gouvernement estime que dès qu'on te donne l'attestation villageoise, il faut que tu ailles payer ses droits de cession sur la maison et sur le terrain. Or, nous connaissons tous qu'une attestation villageoise, c'est la source de tous les contentieux. Parce que, et le Conseil d'État l'a déjà dit, 80% des contentieux qui sont portés à sa connaissance portent sur les actes, les attestations villageoises. Dans ces conditions, comment demander à quelqu'un qui est au début d'une procédure, il n'est même pas sûr d'être propriétaire, que dès qu'on te donne là, il faut que tu payes 4% de la valeur du terrain à l'État. Maintenant, si j'arrive qu'entre-temps, je suis débouté, et qu'il y a d'autres acquéreurs que j'ai un problème, mais 4% qui me les remboursent. Là, on n'a rien dit. Ça, c'est perdu. Je vous rappelle que ces droits ne sont pas, c'est pas la TVA, ça ne se rembourse pas, c'est payé, c'est acquis à l'État, au Trésor. Est-ce que vous imaginez le nombre d'attestations villageoises qui sortent? Et donc, tous ceux qui sont titulaires de ces attestations, ils doivent payer immédiatement 4% de la valeur des terrains. Et on va revenir sur la valeur des terrains. Vous allez voir comment la malice est très forte à ce niveau-là. Immédiatement. Pourtant, le gouvernement lui-même, par une ordonnance qu'il a prise en 2013, l'ordonnance 2013-481 du 2 juillet 2013, qui fixe les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains, dit ceci, qu'il considère que la cession de ces droits-là, ce n'est pas une cession immobilière, c'est seulement une cession de droits d'usage. Vous ne pouvez pas me demander de payer des droits de cession, c'est-à-dire que vous-même vous jugez que ce n'est pas une cession immobilière. Article 3. Le TVA sur les transports. Ça va être très compliqué. Oh Dieu. De quoi s'agit-il? Je vous ai expliqué tantôt le mécanisme de la TVA. Il dit ceci. Désormais, toutes les compagnies de transport qui ont un chiffre d'affaires de 200 millions, donc qui relèvent du régime du réel, ce qu'on appelle le régime du réel, doivent être assujettis à la TVA. Mais la TVA, quand on dit que tu es assujetti, ce n'est pas toi qui as la charge. Ton rôle, c'est d'être collecteur d'impôts. Ce n'est pas toi qui as la charge. Ton rôle, c'est le collecteur d'impôts. Donc, ça veut dire quoi? Que lui, on lui dit désormais,
Et vous prenez une société comme, on ne va pas faire de publicité, mais nous connaissons les grandes sociétés de transport ici. UTB, vous prenez UTB, sans publicité aucune. Bon, ils sont... Bon, ça veut dire quoi? Que désormais, pour aller à Boaké, si le coût était de 5 000 francs, il faudra, UTB a l'obligation de mettre sur sa facture de reçu 20%. Non, parce que le 20, c'est le taux réel. Ils sont au taux réel. Donc, 20% sur les 5 000 que vous payez. Donc, ça nous amène à... C'est différent. Hein? Oui, ça fait 6 000, non, je crois. Ça fait 6 000. Le taux réel, c'est 18%, non? Ah, le taux réel, c'est 18%. OK. Donc, il faut payer 18% sur les 5 000. Donc, ça fait 500 plus 300, ça fait à peu près, bon, mettons 800 francs supplémentaires. Donc, tu vas payer 5 800. Donc, un billet qui coûtait, un ticket qui coûtait 5 000, puisqu'il a l'obligation maintenant de mentionner, puisqu'il est origine réelle, cette TVA là sur le reçu, pour dire, ton ticket là, moi, je prends 5 000, mais l'État prend 800 francs là-dessus, ça fait 5 800. Donc, on augmente le coût du transport des biens, des personnes et des biens. On va arriver pour les biens. Mais ce n'est pas tout. Quand on ajoute ça, plus les péages qu'on est en train de construire à chaque kilomètre, et que vous agrégez tout ça, parce que rassurez-vous, les transporteurs, là, ils vont répercuter le coût du péage sur les transportés, sur les passagers. Et donc, cette mesure augmente de 18% le coût du transport en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le transport des personnes. Ça augmente pour autant le transport des biens. Ça veut dire que quoi? Je veux transporter une tonne de ciment ou bien 30 tonnes de ciment pour aller à l'épée. On me facture, jusque-là c'était ignoré, on me facture et je dois payer 18% supplémentaire sur le coût le coût de transport. Et vous pensez que quand j'arrive à l'épée, si je suis revendeur, je vais vendre mon ciment sans tenir compte de ça? Quand on y ajoute l'augmentation de l'énergie, l'électricité, vous voyez un peu tout ce que cela concourt à aggraver le coût de la vie en Côte d'Ivoire. Augmentation de 18% du taux de TVA sur les transports. Pour nous, c'est une mesure antisociale d'un niveau incroyable. En plus, ça pose un problème. Ça va poser un problème de concurrence. Parce que si moi, je n'ai pas envie de payer 5 800, ben, je vais aller chercher celui qui n'est pas au régime du réel pour aller chez lui. Ben, lui, il n'est pas obligé. Mais comme ils sont dans le syndicat, les transporteurs ne sont pas bêtes, hein, ils sont dans le syndicat. Donc, 5 800, là, si un fait les 5 800 pour aller à Boaké, eux tous vont faire les 5 800 pour aller à Boaké. C'est ça le même truc. Maintenant, on arrive à la situation la plus difficile. L'impôt foncier. Attrapons nos ceintures. Parce que ça, là, c'est une vraie bombe qu'ils ont soulevée. Je crois qu'eux-mêmes s'en sont conscients. Ils sont en train de chercher les antiballes ou comment on fait pour amortir cette bombe. Parce que c'est inacceptable et personne n'acceptera ça. De quoi s'agit-il? Jusque-là, l'impôt foncier, il faut le comprendre à 3 niveaux. Vous avez une maison, il y a un revenu là-dessus, vous payez l'impôt, 15%, je cumule les deux, 11% plus 4%, je cumule les deux, le taux reste le même, hein, c'est coût 15%, je crois. Le taux n'a pas changé. Hein? 15 sociétés, 12 particuliers. En fait, j'ai voulu harmoniser tout quoi, pour rester autour de... Bon, prenons les 12%.
J'ai voulu harmoniser, mais prenez les 12%. Vous prenez les 12%. Donc, sur ce loyer, parce que les sociétés, bon, parlons de nous. Voilà. Sur le loyer, vous payez 12% comme taux impôt foncier. Et le loyer était l'élément de référence. Parce que, à l'origine, c'était un impôt sur le revenu. C'est après que, bon, nous, on a fait des aménagements pour faire le patrimoine et autres, mais à l'origine, c'est un impôt sur le revenu. Donc, j'ai un revenu mensuel de combien, et je mets 12% là-dessus pour dire je paye les impôts. Ta maison peut ne pas être louée, c'est-à-dire il n'y a pas de revenus. L'administration a mis en place un mécanisme pour quand même déterminer une valeur locative pour toi. Pour dire, bon, on estime que, voici le mécanisme, on va comparer ton loyer avec le loyer du voisin, et puis on dit, bon, ton loyer là, on utilise le loyer du voisin pour comparer, pour dire, vous êtes dans le même quartier, donc on pense que c'est le même loyer, et on t'impose autour de 4%, 4% sur, parce que tu habites ta propre maison. Et puis il y a la situation des terrains nus, qui était imposée à 1,5% de leur valeur vénale. C'est la valeur vénale. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ils ne regardent plus le loyer. Ce n'est pas leur problème. Ils ont mis en place une commission qu'ils appellent la commission de fixation des valeurs marchandes des biens immobiliers. C'est-à-dire qu'eux ont fait une commission. C'est elle qui va déterminer la valeur, les loyers des maisons. C'est elle qui va déterminer la base sur laquelle les impôts fonciers doivent être prélevés. Ce n'est plus ton loyer. J'explique. Ça veut dire quoi? Mon ami Assindin me loue une maison. Et il me dit, la maison c'est 200 000. Par an, ça fait 363 600 000. Oui, 2 millions, c'est ça, non? 2 millions 400 000. Et je fais 12%. Voici ce que l'impôt que je dois payer. Ils vont dire non. Ah si. Ton loyer là, nous on n'est pas d'accord. Nous on estime que ton loyer là, sur lequel tu dois payer les impôts là, c'est pas 200 000, c'est 300 000. Il était d'office de 300 000. Donc, ah si, ce que tu as perçu comme loyer, ça c'est ton problème. Mais nous, l'État là, tu vas nous payer ton impôt sur la base d'un loyer de 300 000 francs. Mais si Assis n'a pas reçu 300 000 francs, pourquoi voulez-vous qu'il reprenne un impôt sur 300 000? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on dit à Assis, ton loyer là, il faut le mettre à 300 000 francs. Tout simple que ça. Puisque qui est fou pour payer un impôt sur un revenu qu'il n'a pas perçu? Et ils disent non, eux font ça parce que l'État a investi dans les infrastructures, donc évidemment les maisons, comment on appelle, prennent de la valeur du fait des investissements qui ont été faits par l'État. Mais ça, c'est un argument spécieux. Ça ne passe pas cet argument. Parce que justement, par rapport aux investissements qui ont été faits, les loyers sont fixés en tenant compte de ça. Je vais dire, une 2 pièces aux 2 plateaux n'a pas le même coût qu'une 2 pièces chez moi au village. Il n'a pas le même coût qu'une 2 pièces à Bobo. Donc déjà, les loyers sont influencés par l'investissement qui a été déjà réalisé. Donc, vous ne pouvez pas dire que quand vous réalisez ces investissements, donc il faut que nous, vous allez prendre des impôts sur des loyers fictifs, sur des revenus fictifs que les personnes n'ont pas perçus. Ça, c'est inacceptable. C'est de l'inquisition fiscale. C'est du braquage. C'est du braquage, il n'y a pas d'autre nom. Et ça, je ne sais pas comment les Ivoiriens sont prêts à accepter ça. Parce que si moi je n'ai pas les moyens peut-être de réagir, mais je vais augmenter mon loyer. Donc le gouvernement incapable de faire un projet de logements sociaux, il est devenu maintenant un agent spéculatif.
sur le loyer. Sur les terrains nus, ils disent que les terrains, là, ce n'est plus fixe la valeur vénale qui était fixée par les commissions communales, parce que quand dans chaque commune, il y avait une commission communale qui était fixée pour dire, bon, on estime que nos terrains dans cette chose, la valeur vénale sur laquelle on peut, les 1,5% était fixée par la commission communale. Ils disent non. Et généralement, et à raison, je vais vous expliquer, à raison, ces valeurs vénales étaient toujours largement en dessous des valeurs marchandes. À raison, il y a une explication à la fois juridique et économique qui justifie que cette position sage que nous avions jusque-là observée, mais qui est remise en cause. Ils disent non, maintenant là, ce n'est plus la valeur vénale, c'est la valeur marchande. J'explique. Quelqu'un, vous voyez les quartiers qu'on appelle Beverly Hills. Bon, le nom c'est, il y aura 4 golfs complémentaires. C'est le nom du quartier, mais on appelle ça Beverly Hills, derrière, on appelle Carrefour Mel, derrière là-bas, là, où là les grands types habitent là. Et là-bas, aujourd'hui le mètre carré se négocie entre 600 000 et 1 million de mètres carrés. Bon. 1 million le mètre carré. Et il n'y a pas un espace là-bas de moins de 1000 mètres, c'est interdit. Le minimum c'est 1500 mètres. La commission communale, jusque-là, qui est posée par les deux, la commune, la DGI, l'État et la commune, avait fixé là-bas le taux du terrain, la valeur vénale sur laquelle on devait asseoir l'impôt à 40 000 francs du mètre carré. Désormais, donc vous prenez 1000 mètres carrés, 40 000 francs multiplié par 1,5, ça vous fait à peu près 600 000 francs d'impôts fonciers que vous payez sur vos terrains nus. Désormais, si vous avez 1000 mètres carrés là-bas, il faut le multiplier par 1 million. Et vous le multipliez par, avant de multiplier 1,5 là-dessus, ça passe en minimum à 9 millions. Donc la personne qui payait un impôt foncier de 600 000 sur son terrain nu se retrouve à payer, va payer 9 millions sur le même terrain. Même les braqueurs, là, quand ils rentrent à la maison, ils ne prennent pas la marmite. Les braqueurs, ils braquent tout, mais marmite là, ils laissent ça. Parce que si vous prenez la marmite et que les gars meurent de faim, vous n'avez plus pouvoir les braquer après. Mais ceux-là, ils nous braquent et ils viennent braquer même la marmite. Et le foyer. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas imposer un capital comme si c'était un revenu. Parce que l'impôt, parce que le terrain, c'est un capital, ce n'est pas un revenu. J'ai un terrain. C'est une forme de capital. Je ne l'ai pas mis encore en valeur. Je suis même en train de chercher pour le mettre en valeur. Je dis non, non, non. Moi, je vais t'imposer sur la valeur marchande. Mais ce n'est pas un revenu. C'est un capital. Et c'est pourquoi, justement, il n'avait jamais été imposé au taux sur la valeur marchande. Parce qu'on a toujours considéré que c'est un capital. L'État met une formule pour prélever l'impôt là-dessus. Mais vous ne pouvez pas l'imposer comme étant un revenu. Surtout que, lorsqu'il y a une plus-value, c'est-à-dire que vous avez acheté vos terrains à 100 000 le mètre carré, quand vous le revendez peut-être à 300 000 ou 500 000, le notaire a l'obligation de déclarer une plus-value sur laquelle vous payez déjà l'impôt au moment de la cession. Donc, si vous payez déjà une plus-value, l'impôt sur la plus-value, pourquoi imposer chaque année le capital comme étant un revenu? Ça n'a aucun sens. Nous, on n'a pas au FMI, mais on comprend ça. On comprend ça là. On comprend. Ça là, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Et la commission, c'est chaque année, se réunit. Alors que d'avant, c'était chaque 3 ans. Parce qu'on estime à juste titre que l'évolution du marché immobilier, en ce qui concerne les terrains, ça se situe, le marché évolue en 3 à 5 ans.
Mais eux, chaque année, on se réunit. Donc chaque année, en fonction de leurs besoins, il peut dire, bon, la marché marchande, elle est passée, on augmente. Mais ce n'est plus on n'est plus dans un état de droit. On n'est plus dans un état de droit. Ça là, pour nous, c'est inacceptable ça. Cette mesure est inacceptable. Et rassurez-vous, ça a des conséquences, notamment pour ceux qui payent les droits, les droits sur les baux que nous faisons. Parce qu'il y a un impôt, généralement, bon, on ne le fait pas, le droit de bail. Hein, le droit de bail, c'est parce qu'on ne le fait pas, mais c'est un impôt qui est assis également sur le loyer. Donc, ça veut dire non seulement ils augmentent l'impôt foncier, mais ils augmentent le droit de bail et ils vont augmenter la cession. Parce que si tu vends ton terrain et qu'ils estiment que le terrain que tu as vendu, n'est pas le bon terrain que eux, ils vont le ramener au prix normal et tu vas payer les droits de cession sur ce terrain-là, alors que tu n'as pas perçu cet argent. Donc, à tout point de vue, l'État ivoirien est devenu un agent spéculateur. Mais non, on ne les a pas envoyés pour aller prendre crédit comme ça. Hein. Ça, c'était le terrain. L'autre point, c'est, en ce qui concerne la fiscalité, c'est la question de la suppression de la période d'exemption sur les terrains nus. Avant, vous achetez vos terrains, vous avez 3 ans, vous ne payez pas d'impôt. Vous ne payez pas d'impôt. Et la raison était simple. On estime que celui qui a acheté son terrain, il a besoin quand même d'avoir du temps pour le mettre en valeur. On lui donne. C'est pas au moment où il est en train de chercher l'argent pour mettre en valeur qu'on va lui demander de payer l'impôt sur le terrain. En fait, ça avait un souci d'urbanisme. On poussait les gens effectivement à privilégier, on pouvait aider les gens à construire. Ils disent non. Eux, ils ont décidé que cette fois-ci-là, dès que tu as la lettre, l'attestation villageoise, non seulement tu paies les droits de cession, mais tu commences à payer ton impôt foncier là-dessus, sur le terrain. Et ils prennent l'argument pour dire non, comme on a aménagé l'ACD, le dépôt ACD, et qu'il n'y a plus d'acte intermédiaire, donc c'est pourquoi on a pris cette décision. Mais c'est faux. L'exemption des terrains nus sur la période-là n'avait rien à voir avec l'ACD, la procédure. C'était tout simplement lié au fait qu'on voulait aider les personnes, on leur laisse le temps de mettre en valeur le terrain. C'est pourquoi quand tu ne l'avais pas mis en valeur, après, on te demandait de payer l'impôt. Ça n'avait rien à voir. Que vous ayez un ACD ou pas là-dessus, l'impôt foncier est dû du fait que vous êtes détenteur, c'est tout. Donc dire que c'est parce qu'on a aménagé l'ACD et qu'il n'y a plus d'acte intermédiaire qu'on a pris cette décision, mais c'est faux. C'est un argument qui ne tient pas. Ça n'a jamais été cet argument. Donc, terrain, quand tu viens d'acheter chez mes parents ébriés hier, l'année qui suit, on dit bon, tu vas payer impôt foncier là-dessus. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et comme c'est pas fini, pour ne pas chose, ils disent maintenant, vous nous traquez jusqu'à il n'y a plus reste. Ils disent, il y a un certain nombre d'actes que si tu veux les faire, il faut que tu ailles aux impôts pour qu'on te donne une attestation de régularité fiscale pour voir si tu n'es pas, si tu es en règle vis-à-vis des impôts. Ça, quand j'ai lu ce texte, j'ai ri, quand j'ai dit, mais est-ce que les gens, on est dans les mêmes pays? Ils disent quoi? On va prendre pour les personnes physiques, les personnes morales. Désormais, pour passer un contrat de location, de bail, il faut que tu produises, ce n'est pas le propriétaire de la maison, le locataire, il faut que tu produises une attestation de régularité fiscale. C'est-à-dire, mes parents qui sont à Bobo, qui chaque matin s'en vont, on va dire, bon, j'ai pas payé la maison, ils m'a chassé, on m'a cassé ma porte, moi je suis dans l'autre maison. On dit, avant de rentrer là, il faut que tu ailles voir au service des impôts d'Abobo pour voir si tu ne dois pas des impôts là-bas. Est-ce que vous imaginez le nombre de transactions liées à ça pour qu'on demande à un citoyen de payer l'impôt foncier, de faire une attestation de régularité fiscale par rapport à ça? Et celui qui a Niakara, il fait comment? Chez moi là-bas. Il fait comment? Donc il faut une attestation de régularité fiscale
pour rentrer, pour avoir un contrat de location. Assurance auto. Je veux assurer ma voiture. Il faut que je présente une attestation de régularité fiscale. Auto là. Je veux acheter une maison. On dit le vendeur, lui, non seulement doit faire une attestation de régularité fiscale, mais l'acheteur là aussi, il doit le faire attestation de régularité fiscale. Permis de construire, c'est-à-dire l'exact de toute la vie là. Eux, ils ont décidé qu'il faut aller voir les impôts pour donner une attestation de régularité fiscale. Mais on connaît la réalité de l'habitation fiscale. On n'a ni les moyens financiers, on n'a ni le personnel, on n'a ni les autres pour faire face à toutes ces demandes-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que les gens ont idée des actes, des actes courants? Comment on fait ça? C'est une tracasserie administrative inutile. Inutile. Et qui ne répond à rien du tout. Qui ne répond à rien du tout. C'est même à la limite méprisant pour les populations. C'est même méprisant pour les populations. Mais en quoi je m'en vais assurer mon véhicule là? Il faut que j'aille chercher une attestation de régularité fiscale. Donc si je dois aux impôts, je ne vais pas assurer ma voiture. Donc si je n'assure pas ma voiture, je fais un accident, on fait comment? Bon, on connaît la maison là. C'est mangement des gens. Chers amis, voici l'économie des 6 points sur lesquels nous avons voulu travailler en ce qui concerne l'année fiscale. Pour nous, cette année fiscale-là établit, si besoin en était encore, le manque d'état d'âme du gouvernement ivoirien vis-à-vis des populations ivoiriennes. Après avoir gaspillé les acquis du PPTE, c'est un vieux sage qui m'a dit un jour, quel est l'intérêt de mettre parmi les priorités d'un aveugle un miroir? C'est-à-dire, tu décides que parmi les priorités de l'aveugle, on a qu'à jouer un miroir. Bon, franchement. Franchement. On a gaspillé le PPTE dans les dépenses de prestige et d'honneur personnel. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est surendettée. Nous sommes autour de 33 000 milliards de francs CFA. Le service de la dette prend pratiquement 40 à 45%, ou même au-delà. Les gens même pensent aujourd'hui à 60%. 72%. Je sais encore moi-même, 72% du service de la dette prend 72% des recettes fiscales. C'est-à-dire ce qu'on récolte là. 72% versés directement au pays du service de la dette. Mais non seulement ils mettent le coût, ils augmentent la charge fiscale, comme on vous l'a dit, ils diminuent maintenant les revenus des populations. Ils ont tué l'aviaculture. Oui, une anecdote, j'avais dit à ceux qui font l'Evia là, le jour ça ne marche pas, c'est pour lui. Oh, si tu fais graine là, si ça ne marche pas, nous les baoulés là, on fait bandit avec, au moins ça sert à quelque chose. Au moins ça sert à quelque chose. Maintenant, c'est l'anacarde qu'ils sont en train de tuer. Et rassurez-vous, quand vous leur demandez, ils disent qu'ils travaillent pour le bien-être des Ivoiriens.
C'est pour votre bien-être. La politique hasardeuse, la gouvernance économique hasardeuse, le blim-blim a atteint ses limites. Le gouvernement n'a plus d'inspiration, il n'en a jamais eu. Hein. Maintenant, ils n'ont plus en panne d'inspiration. C'est pourquoi nous leur disons, tout en félicitant nos députés qui ont voté contre cette loi-là, et ils ont eu raison, nous leur disons que le PPACI a à sa tête un chef, un ancien chef d'État, mais à le candidat qui a déjà montré son humanisme dans la gouvernance de la Côte d'Ivoire, sa vision prévenante et prudente dans la gestion. Nous sommes sous ces inspirations en train de concevoir un programme de gouvernement pour dire aux Ivoiriens que les solutions toxiques qu'on nous a envoyées depuis 2011, nous avons l'antidote pour ça. Nous avons les moyens à la fois techniques. Nous avons l'homme politique qu'il faut. Nous avons les hommes qu'il faut. Nous avons un programme qu'il faut. Nous avons l'âme qu'il faut pour proposer une alternative aux Ivoiriens. Parce que là où on s'en va, là, la Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. Comme je vous dis, quand les braqueurs commencent à prendre les marmites, c'est qu'il n'y a plus rien à braquer. Et nous sommes en train de nous détrousser de peu que nous avons. Le PPACI interpelle vigoureusement le gouvernement. Sa politique économique est désastreuse à la fois pour le présent, mais désastreuse pour le futur. Quand on n'a plus de solution, on se barre et on laisse la place à ceux qui ont la solution. Et la solution, et l'homme qu'il faut, nous l'avons au PPACI. Il s'appelle Laurent Gbagbo et nous allons travailler à ça pour que les Ivoiriens nous reconstruisent le Côte d'Ivoire.